Premier niveau, le gagnant. Tu t'arrêtes dans une station-service en pleine nuit. Tu achètes un paquet de chips et une boisson fraîche parce que tu viens de terminer ton service de 9 heures et que tu es trop fatigué pour cuisiner. Mais tu n'as pas non plus les moyens de manger au restaurant. Depuis des mois, tu n'as pas eu les moyens de manger au restaurant. Les loyers ont encore augmenté en janvier. La voiture a besoin de nouvelles plaquettes de frein, mais de nouveaux freins coûtent 400 €. Du coup, tu appuies simplement plus fort sur la pédale en espérant que ça marche. Il ne reste que 262 € sur mon compte bancaire et on n'est que le 20 du mois. Chaque fois que tu veux acheter quelque chose, tu fais le calcul. Les chips coûtent 5,29 €. La boisson coûte 3 €. Tu peux te le permettre, mais c'est juste. La cagnotte de la loterie s'élève à 400 millions d'euros. D'habitude, tu ne joues jamais. Tu te dis que c'est une absurdité. Mais ce soir, j'ai un pressentiment. Ce n'est pas de la chance. C'est quelque chose de bien plus désespéré que la chance. C'est comme si, alors que tu te noies, quelqu'un te tendait une corde de sauvetage, mais qu'il te lançait une corde bien trop courte. Et pourtant, c'est étrange de tendre la main vers cette corde trop courte. Tu tends 2 € à la caissière en lui disant « Donne-moi un ticket rapide ». Elle imprime le ticket sans même te regarder. À cette station-service, personne ne te regarde. Pourquoi le ferait-on? On te traite comme si tu étais invisible, tout comme on traite les personnes démunies. Tu plies le ticket, tu le glisses dans ton portefeuille et tu le coinces entre un ticket de station-service et une vieille carte de crédit. Tu te rends dans ton appartement en location, dont le plafond fuit et que le propriétaire ne réparera probablement pas. Tu as posé tes chips sur le canapé et tu veux regarder quelque chose à la télé, mais comme tu as résilié tous tes abonnements, il ne te reste plus qu'à revoir un film que tu as déjà vu. Tu t'endors au milieu du film, le billet reste là, dans ton portefeuille, sur le plan de travail de la cuisine, toute la nuit. Il ne sait pas encore à quoi ça va servir, mais toi non plus d'ailleurs. 2 jours plus tard, tu es assis sur le canapé, tu regardes des vidéos sur ton téléphone et tu fais défiler l'écran. Mais tout à coup, tu vois les numéros. Tu es sous le choc. Ha ha ha. Tu regardes ton ticket. Tu regardes ton téléphone. Tu regardes à nouveau ton ticket. Tu regardes à nouveau ton téléphone. Tes mains tremblent. Tes jambes se dérobent sous toi. Tu es heureux, mais tu n'y crois pas vraiment. Ta vision se rétrécit, mais tu as vu 6 chiffres et ces 6 chiffres ne te semblent pas crédibles. Tu ne sais pas quoi faire tant tu es excité. Tu restes simplement silencieux. Ton cerveau fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant. Il essaie de traiter un chiffre tellement énorme qu'il dépasse tout cadre de référence. 412 millions d'euros hors taxe. Tu prononces ce chiffre à voix haute, mais il ne te semble pas crédible. On dirait une scène de film. Tu tiens dans ta main un bout de papier qui vaut plus que ce que tu gagnerais en 12 000 ans dans ton travail actuel. Tu n'arrives pas à y croire. Cette nuit-là, tu n'arrives pas à dormir. Allongé dans ton lit, les yeux rivés au plafond, tu te lances dans des calculs inutiles. Tu caches le billet dans un livre posé sur l'étagère. Puis, tu le sors pour le mettre dans un sac dans le réfrigérateur. Ensuite, tu le sors à nouveau pour le laisser dans la boîte à gants. Puis tu le reprends. Tu es devenu tellement bizarre que tu ne sais plus quoi faire. Tu as peur de perdre un bout de papier. Tu n'avais jamais eu peur de perdre un bout de papier auparavant. Le lendemain matin, tu dis à ton patron que tu es malade. Tu cherches sur Google « Que faire quand on gagne à la loterie ?» Le premier résultat dit « Avant toute chose, engage un avocat ». Le deuxième résultat « N'en parle à personne ». Le troisième résultat est une liste de gagnants à la loterie qui ont fait faillite. Tu fermes ton navigateur. Tu t'assois sur une chaise. Tu es désormais un millionnaire qui a peur de sortir de chez lui. Deuxième niveau, celui qui revendique ses droits. Tu as besoin d'un avocat. Pas de ton cousin qui s'occupe de transferts immobiliers, tu as besoin d'un avocat bien précis. Quelqu'un qui travaille dans le domaine des biens immobiliers de grande valeur, des fiducies et de la protection du patrimoine. Tu en trouves un en ville. Son cabinet se trouve au 22e étage d'un immeuble où tu n'as jamais mis les pieds. Il prend 600 € de l'heure. Il y a 2 semaines, ce chiffre t'aurait donné le vertige. Aujourd'hui, c'est une bagatelle. Tu signes une procuration et il se met à parler de choses dont tu n'as jamais entendu parler auparavant.
Les fiducies révocables, les fiducies irrévocables, les structures LLC, les fiducies aveugles, les fiducies caritatives, les sociétés en commandite familiale. Il dessine des schémas au tableau blanc et tu hoches la tête comme si tu comprenais. Tu comprends environ 30% de ce qui est dit. Ce que tu comprends, c'est ceci. Si tu te présentes toi-même au bureau de la loterie, ta vie est finie. Dans la plupart des États, ton nom est inscrit dans un registre public. Des journalistes viennent chez toi. Des inconnus viennent chez toi. Des gens à qui tu n'as pas parlé depuis 15 ans viennent chez toi. Des parents que tu ne connais pas refont surface. Ton avocat crée une fiducie. La fiducie réclame le prix. Ton nom reste hors des gros titres, du moins pour l'instant. Tu te rends au bureau de la commission des loteries avec ton avocat. Le bâtiment te déçoit. Des panneaux de faux plafonds et la moquette officielle de l'État. Une femme assise derrière son bureau scanne ton billet, sans que son expression ne change d'un iota. Elle a déjà vécu ça. Tu passes 2 heures à remplir des formulaires. Tu optes pour le paiement forfaitaire. Tout le monde préfère le paiement forfaitaire. Les 412 millions d'euros tombent à 206 millions après la réduction liée au paiement forfaitaire. Ensuite, les impôts fédéraux prélèvent 37%. Les impôts d'État prélèvent entre 6 et 8% supplémentaires selon l'endroit où vous vivez. Les 412 millions d'euros ne représentent plus qu'environ 118 millions d'euros. Votre avocat vous avait prévenu que cela se passerait ainsi. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir été escroqué. Tu es en colère d'avoir perdu les 294 millions d'euros que tu as détenus pendant 72 heures. Tu es devenu quelqu'un qui ne possède plus que 118 millions d'euros. Ce changement s'est produit en moins d'une semaine. 3e niveau, l'objectif. L'argent arrive sur ton compte. De longs chiffres s'affichent sur un seul écran, mais ça ne semble pas réel. On dirait une faute de frappe. Comme si quelqu'un avait ajouté quelques zéros par erreur. Mais il n'y a pas d'erreur. Et maintenant, tout le monde est au courant. Tu l'as dit à 3 personnes. Ta mère, ton frère et ton meilleur ami. Tu leur as demandé de ne le dire à personne. Ta mère l'a dit à sa tante l'a dit à son groupe paroissial. Ton frère l'a dit à sa femme a partagé quelque chose de vague sur les réseaux sociaux à propos de la bénédiction et de l'abondance, ce qui ressemblait presque à un communiqué de presse. Seul ton meilleur ami n'en a parlé à personne. Tu ne l'oublieras pas. Le téléphone se met à sonner. Des numéros que tu ne connais pas. Des gens dont tu n'as pas entendu parler depuis le lycée. Un parent que tu as rencontré une seule fois à un enterrement. Ton ex-petit ami d'il y a 6 ou 7 ans. Le mari d'une collègue qui veut te parler d'une formidable opportunité professionnelle. Ils veulent tous quelque chose. Aucun d'entre eux ne le dit directement. « Félicitations », disent-ils. « Je suis très heureux pour toi », disent-ils. « Tu le mérites », disent-ils. Puis ils s'arrêtent et attendent que tu fasses une proposition. Certains n'attendent pas. Certains te le demandent directement. « Tu peux rembourser mes prêts étudiants ? Tu peux aider à payer les frais médicaux de mon père ? Tu peux investir dans mon restaurant ? Tu peux m'acheter une voiture ? » Les demandes ne s'arrêtent pas. Certains jouent sur ta conscience, d'autres sont tout simplement honteux. Derrière tout cela se cache une hypothèse tacite. Puisque le monde t'a donné quelque chose, tu lui es désormais redevable. Tu commences à filtrer tes appels. Tu changes de numéro. Tu ne fréquentes plus les endroits auxquels tu étais habitué, car chaque interaction a désormais un coût. Un vendredi soir, tu te rends dans ton bar habituel et le barman, qui plaisantait habituellement avec toi, se comporte différemment. Il est plus aimable, trop aimable, prudent, comme si tu n'étais plus un client régulier, mais un simple client. Les types à la table de billard te regardent et tu sens qu'ils font le calcul dans leur tête. Tu pars plus tôt et tu n'y retournes plus. La situation empire. Des lettres manuscrites arrivent de l'étranger, dans lesquelles des gens partagent leur histoire. Une femme d'un autre État explique que son fils a besoin d'une greffe de rein et que son assurance ne la prend pas en charge. Un homme écrit 4 pages pour raconter que sa maison a brûlé
Il n'a besoin que de 30 000 € pour repartir à zéro. Une église où tu n'es jamais allé t'envoie une brochure sur le fonds de rénovation accompagnée d'un mot manuscrit disant « Dieu t'a mis en position de l'aider ». Tu lis chaque lettre parce que tu ne peux pas t'en empêcher. Chacune d'entre elles est une petite blessure. Tu les jettes et tu te sens coupable. Tu les gardes et tu te sens accablé. Il n'y a pas de bonne réponse. Tu es la même personne qu'il y a un mois et personne n'y croit, toi y compris. 4e niveau, celui qui dépense. Tu achètes une maison. Tu n'en as pas besoin, mais tu l'achètes quand même. Tu achètes la maison dont tu rêvais quand, sans un sou, tu regardais les annonces immobilières à 2 heures du matin pour te divertir. 5 chambres, 4 salles de bain, une piscine chauffée, un garage pour 3 voitures, une cuisine plus grande que tout ton ancien appartement. La première nuit, tu te promènes dans la maison et tu entends l'écho de tes pas. Elle est immense et tout aussi silencieuse. Tu as même une salle de réunion, mais tu sais bien que tu ne t'en serviras jamais. Tu n'utiliseras jamais l'aile réservée aux invités. Avant, tout cela te faisait rêver, mais maintenant que tu en es propriétaire, ça ne t'intéresse plus autant. Tu achètes des voitures. Une BMW pour toi. Un pick-up parce que tu en as toujours rêvé. Un SUV pour ton père. Tu achètes des vestes qui coûtent plus cher que ton ancien loyer. Des montres, des appareils électroniques, des meubles, des tableaux dont tu ne comprends rien mais dont quelqu'un t'a dit qu'ils constituaient un bon investissement. Tu voyages dans première classe pour la première fois. Le siège se transforme en lit. L'hôtesse de l'air t'accueille par ton nom. À 35 000 pieds d'altitude, tu manges un steak accompagné de champagne qui coûte plus cher que la mensualité de ta vieille voiture. À ton arrivée, une voiture noire t'attend. Tu séjournes dans des hôtels où les chambres commencent à 800 € la nuit et où les suites atteignent 3 000 €. Tu prends la suite. Tu manges dans des restaurants où les prix ne figurent pas sur la carte, car ceux qui y mangent ne demandent pas les prix. Ces dépenses te donnent le sentiment d'être mérité. Pendant 15 ans, tu as travaillé dans des emplois qui ont épuisé ton corps et pesé sur ton esprit. Tu as gagné le droit de vivre ainsi. C'est ce que tu te dis. Le problème, c'est que les dépenses méritées et celles effectuées par nécessité procurent exactement la même sensation. L'effet de dopamine lié à l'achat d'une voiture à 200 000 € dure environ 3 jours. Ensuite, ce n'est plus qu'une voiture. Puis, on veut passer à autre chose. Chaque achat procure moins de satisfaction que le précédent, mais coûte autant, voire plus. Tu cours après un sentiment que l'argent promet, mais ne peut t'offrir. Le chiffre sur ton compte est si énorme que ton cerveau ne perçoit pas qu'ils font, c'est pourquoi tu as l'impression de dépenser à un rythme viable. Une voiture à 200 000 € face à 118 millions ne représente rien. Comme une cagnotte de 50 000 € pour le week-end. Mais les mathématiques jouent contre toi d'une manière que tu n'as pas encore remarquée. Les conseillers financiers t'expliqueront plus tard un concept appelé « inflation du mode de vie ». Cela signifie que tes dépenses sont augmentées au rythme de ta fortune, puis l'ont dépassée. Tu n'en es pas encore là, mais la tendance est claire. 5e niveau, l'investisseur. L'avocat te présente une société de gestion de patrimoine. Ce sont des professionnels de la gestion financière. Ils portent des costumes coûteux et parlent de portefeuille, de diversification et de rendements ajustés au risque. Ils te montrent des graphiques. Ils te proposent un mélange composé de fonds indiciels, d'obligations, d'immobilier et d'investissements alternatifs. Ils vous disent que si vous investissez prudemment et dépensez avec modération, vos 118 millions d'euros généreront à jamais un revenu passif de 4 à 5 millions d'euros par an. Vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Vos enfants n'auront pas à travailler. Vos petits-enfants n'auront pas à travailler. Vous écoutez. Vous hochez la tête. Vous placez une partie de votre argent dans des investissements, comme ils vous l'ont conseillé. Mais ensuite, ton beau-frère te propose d'investir dans un restaurant. Ton colocataire de fac te demande de financer sa start-up technologique. Un type que tu as rencontré lors d'une soirée te raconte qu'il développe des propriétés en bord de mer au Costa Rica et que les rendements sont incroyables. Tu investis dans tout ça. Tu investis parce qu'il est plus facile de dire oui que de dire non.
Être celui qui finance des projets te procure un sentiment d'importance que tu ne peux pas obtenir simplement en possédant de l'argent. Le restaurant ferme au bout de 14 mois. La start-up technologique ne commercialise aucun produit. L'affaire du Costa Rica se transforme en une escroquerie sans limite. Tu perds 3,2 millions d'euros dans des investissements qu'un professionnel aurait écartés en 5 minutes. Les gestionnaires de fortune t'avaient prévenu. Tu ne les as pas écoutés. Tu pensais que le fait d'avoir de l'argent signifiait que tu comprenais l'argent. Ce sont deux choses complètement différentes. Tu apprends cette leçon comme la plupart des gagnants de loterie. Lentement, à grands frais, et trop tard pour que cela soit perceptible. 6e niveau, le bienfaiteur. Tu commences d'eau. Titicans à donner. Au début, ça fait du bien. Tu rembourses l'emprunt immobilier de ta mère. Tu crées un fonds pour financer les études universitaires de tes neveux et nièces. Tu fais un don à l'hôpital pédiatrique de ta ville natale. Tu fais des chèques à des organisations dont tu partages la mission. Tu as le sentiment que cet argent sert désormais une cause utile, qu'il a un but. Le journal local publie un article sur votre générosité. Les gens vous traitent de poulain, les gens le traitent de héros. Puis, les demandes se multiplient. Toutes les associations caritatives de l'État ajoutent votre nom à une liste. Les galas, les dîners et les événements caritatifs commencent à remplir ton agenda. Des organisations dont tu n'avais jamais entendu parler t'envoient des propositions. Lors d'un dîner, tu es assis à côté d'une femme qui dirige un refuge pour sans-abri. Elle t'explique qu'ils ont besoin de 200 000 € pour garder leurs portes ouvertes tout l'hiver. Ce soir-là, tu rédiges un chèque. Le lendemain matin, 3 autres organisations, ayant eu vent de la nouvelle, t'appellent. Des inconnus t'écrivent des lettres dans lesquelles ils te racontent leur situation avec des détails qui t'empêchent de dormir. Une mère célibataire atteinte d'un cancer, un ancien combattant qui a perdu sa maison, un jeune qui a besoin d'une opération que sa famille ne peut pas payer. Chaque histoire est vraie. Chaque besoin est sincère. Et tu peux les aider. C'est ça qui te détruit. Tu peux vraiment les aider. C'est pour ça que tu les aides. Tu aides jusqu'à ce que cela commence à te sembler une obligation. Tu aides jusqu'à ce que la joie d'aider soit remplacée par la culpabilité de ne pas en faire assez. Un jour, tu te rends compte d'une chose dont personne ne parle. Aucune somme d'argent ne peut résoudre toute la souffrance du monde. Essayer de le faire t'épuise émotionnellement bien avant de t'épuiser financièrement. Tu engages un directeur de fondation pour gérer les dons. Tu mets en place un processus, des candidatures, des examens, des décisions prises par un comité. C'est plus efficace. Mais c'est aussi froid. Tu es passé de quelqu'un qui rédigeait des chèques personnels à quelqu'un qui gère une structure bureaucratique. 7e niveau, celui qui s'enferme dans la solitude. 3 ans se sont écoulés depuis que tu as gagné ta fortune. Tu vis derrière les portes closes d'une maison. Tu te déplaces dans des voitures aux vitres teintées, mettant ainsi une distance entre toi et le monde. Tu dînes dans des clubs privés dont l'adhésion coûte plus cher que le salaire de la plupart des gens. Ton cercle social s'est réduit à un petit groupe composé soit de personnes elles-mêmes fortunées, soit de personnes payées pour t'accompagner. Ton conseiller financier, ton avocat, ton comptable, ton assistant personnel, ton coach. Ce sont les personnes avec lesquelles tu es en contact quotidiennement. Ce sont celles qui te répondent quand tu les appelles. Tu leur fais confiance parce que tu les paies. Tu n'es pas sûr de pouvoir faire confiance à quelqu'un à qui tu ne paies pas. Tes anciens amis sont partis, pas tout d'un coup. Ça s'est fait petit à petit. C'était toujours toi qui payais chaque repas, chaque sortie, chaque note de bar, et tu te sentais exploité. Comme il aurait été bizarre de partager l'addition avec un millionnaire, tu ne les as pas laissés payer. Puis, être avec toi a commencé à leur sembler complètement bizarre. L'argent a créé une froideur qu'aucun de vous ne savait dissiper. Tu n'as pas changé. Ils n'ont pas changé. L'argent a fait baisser le niveau de sincérité entre vous. Ton frère ne t'appelle plus. Tu lui as donné 500 000 € pour qu'il monte son entreprise, mais il a échoué. Il t'accuse de ne pas lui avoir donné assez. Il dit que si tu avais investi davantage, tu aurais pu le sauver. Tu affirmes que tu lui as donné un demi-million d'euros. Chacun se considère dans son droit.
mais personne n'aborde le sujet. Tu flirtes, mais c'est différent maintenant. Tu rencontres quelqu'un et la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de te demander s'il t'a cherché sur Internet ou s'il sait quelque chose sur ton argent. Tu invites une femme à dîner et elle choisit le plat le plus cher du menu. Tu ne sais pas si elle le fait simplement parce qu'elle en a envie ou pour te tester. Tu sors 3 fois avec quelqu'un qui semble sincère. Puis, sa colocataire parle de ta valeur nette au petit déjeuner et tu comprends qu'elle savait tout depuis le début. Tu arrêtes de flirter pendant un certain temps. Tu te dis que c'est une question de choix personnel. Tu commences à consulter un thérapeute. La séance coûte 400 € et ça vaut chaque centime. Assis dans son bureau, tu confies ta solitude à une femme que tu paies pour t'écouter. Elle ne te juge pas, elle ne le peut pas, c'est pour ça que tu la paies. Un jour, tu te rends compte que ton entourage, autrefois rempli de relations humaines, est désormais rempli de services et de transactions. Tout dans ta vie a désormais un prix. Même ce qui ne devrait pas en avoir. 8e niveau paranoïaque. Quelqu'un essaie de te poursuivre en justice. Un homme prétend être tombé dans les escaliers de la véranda lors d'une fête chez toi. Il réclame 2 millions d'euros. L'affaire est sans fondement. Ton avocat s'en est occupé, mais cela t'a coûté 80 000 € d'honoraires d'avocat et 6 mois de stress. 2 mois plus tard, quelqu'un d'autre intente un procès. Une personne qui prétend être votre partenaire dans l'un de vos investissements ratés affirme qu'elle devrait recevoir une part plus importante. Ce procès dure 1 an. Comme aller au tribunal coûterait plus cher, vous concluez un accord à l'amiable pour 400 000 €. Votre avocat vous dit que c'est courant pour les personnes dans votre situation. Les personnes fortunées deviennent des cibles pour les poursuites judiciaires. C'est une véritable industrie. Il existe des avocats spécialisés dans la recherche de défendeurs fortunés et dans le lancement de poursuites qui se régleront à l'amiable à moindre coût plutôt que de se défendre devant les tribunaux. Vous figurez désormais de manière permanente sur cette liste. Une nouvelle poursuite sera engagée. La question n'est pas de savoir si elle aura lieu, mais quand et pour quel montant. Tu installes un système de sécurité. Des caméras, des détecteurs de mouvement, une porte d'entrée renforcée dans chaque recoin de ta propriété. Tu engages un consultant en sécurité qui te montre les failles auxquelles tu n'avais pas pensé. Les fenêtres du rez-de-chaussée, l'espace entre la clôture et la rangée d'arbres, le caractère prévisible de ta routine quotidienne. Il te recommande un agent de sécurité à temps plein. Tu hésites, puis tu acceptes. Désormais, un étranger qui travaille 12 heures par jour pour te protéger des autres étrangers se tient à ta porte. Tu reçois des menaces. La plupart sont vagues. Des emails de personnes que tu ne connais pas et qui prétendent savoir où tu vis. Une lettre sans adresse de retour qui décrit ta voiture et ta routine matinale. Ton conseiller en sécurité te dit que la plupart de ces messages sont inoffensifs. La plupart, pas tous. Avec ce billet, tu t'es acheté une nouvelle vie, et cette nouvelle vie implique de regarder derrière toi chaque fois que tu te diriges vers ta voiture. 9e niveau, le jour du jugement. 5e année. Tu es en réunion d'évaluation annuelle avec ton gestionnaire de fortune. Les 118 millions d'euros ne font plus que 41 millions d'euros. Tu regardes le chiffre. Tu clignes des yeux. Tu lui demandes Pauline de répéter. 41 millions d'euros. En 5 ans, tu as dépensé 77 millions d'euros. Des maisons, des voitures, des investissements ratés, des procès, des cadeaux, des dons, ton style de vie, les impôts liés à ce style de vie. Ton gestionnaire de fortune te montre une projection. À ce rythme, tes actifs liquides seront entièrement épuisés d'ici 4 ans. Tu n'y crois pas. Le chiffre est trop gros pour disparaître. 41 millions d'euros, c'est encore une fortune. Des gens travaillent toute leur vie sans jamais en voir ne serait-ce qu'une partie. Mais tu ne dépenses pas comme quelqu'un qui a 41 millions d'euros, tu dépenses comme quelqu'un qui en a 118 millions. Les habitudes sont bien ancrées. Il y a les hypothèques et les taxes foncières sur les maisons. Il y a les frais d'assurance et d'entretien des voitures. Il y a les salaires de votre personnel. Il y a les engagements de la fondation. Votre mode de vie a un coût mensuel qui mènerait la plupart des petites entreprises à la faillite. Tu essaies de réduire tes dépenses. Tu vends ta résidence secondaire à perte
parce que le marché s'est retourné. Tu te sépares de ton agent de sécurité. Tu te passes de ton assistant personnel, mais tu ne peux pas vendre ta maison principale parce que tu es endetté. Tu l'as achetée au plus haut et sa valeur a chuté. Tu dois plus que ce que tu as payé. Ton comptable te parle d'une dette fiscale résultant d'une transaction immobilière mal structurée il y a 2 ans. Tu as une dette fiscale de 2,8 millions d'euros auprès de l'IRS, majorée des pénalités et des intérêts. Tu ne le savais pas. Tu t'es fié aux personnes que tu avais engagées pour s'en occuper. Elles ne le savaient ou pas non plus, ou bien elles le savaient et ne t'ont rien dit. Tu renvoies ton comptable. Tu en engages un nouveau. Il trouve d'autres problèmes. La fondation a été mal gérée. Les fonds ont été mal affectés. Il y a des problèmes de conformité susceptibles de déclencher un contrôle. Sous chaque couche que tu enlèves, il y a une autre couche de pourriture. Tu as bâti un empire financier fondé sur l'ignorance et la confiance. Les deux s'effondrent. Les gens autour de toi commencent à partir. Pas tous d'un coup. Le conseiller financier qui gère ton argent part travailler dans une autre entreprise. Il t'envoie un email courtois. Ton avocat te redirige vers un jeune associé parce que ton compte ne couvre plus son tarif horaire. Ton coach ne répond plus à tes appels. Les personnes qui sont dans ta vie pour l'argent s'en vont dès que la rémunération devient incertaine. Tu regardes les fondations de ta nouvelle vie se désagréger petit à petit, et il n'y a rien en dessous. Pas d'anciens amis à contacter, pas de travail vers lequel revenir, aucune compétence recherchée sur le marché. Tu n'as pas travaillé depuis 5 ans. Il y a un vide immense dans ton CV. Tu as 40 ans et tu regardes 118 millions d'euros se transformer en néant. Et tu ne sais pas comment arrêter ça. 10e niveau, le fantôme. 8 ans se sont écoulés depuis que tu as gagné. L'argent t'a disparu. Pas en grande partie. Il a complètement disparu. Le reste est parti à l'IRS, aux avocats, aux règlements et aux dettes que tu as accumulées en essayant de maintenir un style de vie qui n'existe plus depuis longtemps. Tu as vendu ta maison à perte. Tu as vendu tes voitures. Tu as vendu tes montres, tes tableaux et tes meubles. Tu as vendu avec désespoir tout ce que tu avais acheté avec joie. Les chiffres à la baisse ne ressemblent pas à ceux à la hausse. Tu loues désormais un appartement, plus petit que celui que tu avais avant de gagner le gros lot. Tu te déplaces dans une voiture d'occasion qui affiche 90 000 km au compteur. Tu travailles dans un entrepôt de distribution car c'est le premier endroit qui t'a accueilli à ton retour. Tu passes 9 heures par jour debout sur un sol en béton à trier des colis. Tu as mal au dos, tu as mal aux genoux. Tu fais un travail similaire à celui que tu faisais avant de gagner le gros lot, mais tu l'as maintenant à 42 ans au lieu de 35 et ton corps en ressent la différence. Tes collègues ne savent rien de l'argent. Tu ne leur dis rien. Quand quelqu'un dans l'entrepôt évoque la loterie et explique ce qu'il ferait s'il gagnait, tu ne dis rien. Tu continues simplement à trier les colis. La maison de ta mère est toujours payée. C'est l'une des rares choses que tu ne regrettes pas. Mais elle ne te regarde plus comme avant. Elle a assisté à ton ascension et à ta chute, qui ont duré moins de 10 ans. Elle t'a vu devenir quelqu'un qu'elle ne reconnaissait plus, puis quelqu'un qu'elle reconnaissait, mais qu'elle ne pouvait plus aider. Bien sûr, elle t'aime toujours, mais ce n'est plus la même crainte qu'avant. Désormais, elle a peur de toi d'une manière tout à fait différente. Avant l'argent, tu étais plus stable. Tu traversais des difficultés, mais tu avais tout de même une certaine routine. Maintenant, elle voit dans ton regard quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une fatigue qui ne s'estompe pas avec le sommeil, qui ne s'atténue pas. Ton frère ne te parle toujours pas. Les 500 000 € que tu lui as donnés n'ont pas suffi. Puis l'argent s'est épuisé et tu n'as pas pu lui en donner davantage. Il l'a pris personnellement. Il a dit à ta mère que tu étais égoïste. Tu l'as entendu de la bouche de ta famille et cela t'a transpercé le cœur comme un couteau. Tu as distribué des millions. Tu as donné jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Mais le mot que ton propre frère t'a attribué était toujours le même, égoïste. Quand ton meilleur ami, à qui tu n'en as jamais parlé, t'appelle, tu réponds toujours. Il n'y a que lui. Il n'aborde jamais la question de l'argent. Il ne l'a jamais fait. Un dimanche,
Vous regardez le foot ensemble dans le salon et on dirait presque que tout est normal. Presque. Mais il y a désormais une distance invisible entre vous. Il a sa propre maison. Il a un compte de retraite. Il vit la vie qu'il s'est construite au fil du temps grâce à un travail stable et à des décisions mûrement réfléchies. Toi aussi, tu étais autrefois sur cette trajectoire. Le billet t'a fait dévier de ce chemin et tu n'as plus jamais retrouvé la bonne voie. Tu as une dette de 340 000 € auprès de l'IRS pour des pénalités impayées. Tu mets en place des plans de remboursement. Désormais, chaque année, tu paies tes impôts avec la sensibilité de quelqu'un qui a été brûlé. Ta cote de crédit est tombée en dessous de 500. Tu ne peux pas obtenir de carte de crédit. Tu ne peux pas financer l'achat d'une voiture. Tu ne peux même pas louer un appartement à un prix raisonnable sans garant. Ta situation financière est pire qu'avant de gagner. Avant le ticket, tu avais une dette de 23 000 € et tu la remboursais grâce à ton travail. Maintenant, tu as une dette à 6 chiffres et un emploi qui te permet à peine de payer ton loyer. Tu es passé de la pauvreté à la richesse en un clin d'œil. Puis, tu es retombé dans la pauvreté. Mais la deuxième fois, c'est plus dur car tu sais ce que tu as perdu. Lors de ta première période de pauvreté, tu n'en avais pas conscience. Aujourd'hui, tu en es pleinement conscient. Tu sais ce que c'est que de vivre dans le luxe. Tu sais ce que c'est que d'entrer dans un restaurant, de commander sans regarder les prix, sans compter l'argent que tu as dans ton portefeuille. Tu sais ce que c'est que d'être rappelé par les gens en quelques minutes. Cette connaissance est une torture en soi. Tu ne peux pas oublier ce que l'argent te fait ressentir. Tu apprends simplement à vivre sans lui, tout en gardant ce sentiment en mémoire. De temps en temps, tu passes devant cette station-service. L'endroit où tu as acheté ce billet qui a changé ta vie. Elle a l'air exactement pareille. Les mêmes néons éclairent les lieux. Le présentoir de billets de loterie derrière le comptoir. Tu regardes les gens entrer, acheter rapidement leur billet, puis ressortir en le glissant dans leur portefeuille avec une petite étincelle d'espoir. Tu voudrais leur dire quelque chose. Tu voudrais entrer, les prendre par l'épaule et leur dire ce qu'il faut. Mais que pourrais-tu bien leur dire? Ne jouez pas? Ils ne t'écouteraient pas. À leur place, je ne t'écouterai pas non plus. Faites attention à ce que vous souhaitez? Ils riraient. Ils te prendraient pour un fou. Un pauvre type qui dit à des gens, assis dans leur voiture d'occasion, qu'ils n'ont qu'une infime chance de gagner de l'argent, de ne pas le faire, de ne pas acheter de billets. Ils te regarderaient avec mépris. Et le pire, c'est que tu l'aurais mérité. La vérité, c'est que rien de ce que tu pourrais dire ne les préparerait à ce qui va leur arriver. L'argent, c'est la partie la plus facile. L'argent, c'est simple. Ce qui est vraiment difficile, c'est ce qu'ils font du monde dans lequel se trouve l'argent. Le fait qu'ils donnent une autre dimension à chaque relation, qu'ils deviennent désormais un critère de confiance, qu'ils te donnent tout ce que tu veux, alors que tu achètes des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé. Et puis, cet argent en qui tu avais tant confiance s'en va. Et à la fin, tu te retrouves avec un ticket de caisse à la main et des « si seulement » dans la tête, au milieu d'une vie que tu as réduite en ruine de tes propres mains. En ce moment même, quelque part, quelqu'un se tient devant le comptoir d'une station-service. Il paie 2 € pour son ticket de loterie. Il rêve d'une maison, d'une voiture, de liberté. Il imagine le regard fier de sa mère. Il rêve d'une vie sans soucis. Il ignore ce que ce ticket va réellement provoquer. Il ne sait pas que ce ticket n'est pas un cadeau. Il ne sait pas que c'est un feu et que tout ce qu'il touche finira par brûler. Ils le comprendront en vivant comme moi. C'est toujours comme ça qu'ils le comprennent. Le cycle continue ainsi. Rejoins le cycle, abonne-toi à la chaîne ci-dessous.